Dans mon entourage, je parle de collègues. Je dis mes collègues documentalistes, c'est pas des collègues, ce sont des cabinets concurrents. Mais on n'est pas si concurrents que ça. Il y a beaucoup d'entraide entre nous. Je me rappelle d'une anecdote sur la crise Infogreffe, quand Infogreffe a été entièrement refondu en 2023, c'était en mai 2023 il me semble. On s'est retrouvés sans pouvoir accéder à Infogreffe pendant un mois du fait de la refonte. Le site était complètement hors service. C'était horrible. Et dans les cabinets d'avocats, toute la vie des affaires était suspendue au retour d'Infogreffe. Et heureusement, à cette époque-là, qu'il y avait les collègues pour se donner des tuyaux, des nouvelles, pour essayer de voir qui on pouvait contacter, pour s'entraider, pour se donner des astuces. Et tu devrais essayer plutôt la nuit ou le soir ou très tôt le matin. Donc moi, je faisais des trucs à 8h du mat pour essayer de débloquer les choses. Et du coup, c'est parce qu'on échangeait entre nous et qu'on faisait aussi une amicale pression en disant vraiment faites quelque chose pour nous aider parce qu'on peut pas rester comme ça, on peut pas suspendre la vie des affaires en France à cause d'un site qui est en train d'être refondu. Et c'est parce qu'on était à plusieurs qu'on a réussi à se soutenir. Et ça, quand on est seul, c'est un grand secours. Pour moi, l'avenir du métier, on est en train de le jouer. Je trouve que cette profession mélange le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire, comme a dit Carole, des fondamentaux très solides. C'est-à-dire, oui, un documentaliste, il vérifie ses sources, il les recoupe, il les cite, il respecte les droits d'auteur, il est un garde-fou. Non, il ne va pas utiliser l'intelligence artificielle de manière aveugle et il va être comme ça sur des fondamentaux solides, mais agrémentés ou augmentés, comme vous dites, de technologie. Et je pense que c'est ça l'avenir, c'est d'avoir les deux. C'est sûr que ce foisonnement d'informations fait que le documentaliste va continuer à être un référent et un expert, justement, sur lequel on s'appuie. Moi, je vois de plus en plus, on m'appelle pour, non pas vérifier, mais pour donner un peu mon regard sur une recherche déjà terminée. Est-ce que d'après toi, il y a autre chose? Est-ce qu'il y a des sources? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce que tu penses à une nouvelle source? Etc. Et donc, ce rôle d'expert, il prend de plus en plus de place parce qu'il rassure dans un monde où l'information est justement à la fois très accessible et en même temps trop abondante parfois. Bonjour à toutes les deux, je suis très content de vous avoir. Alors, c'est un podcast un peu spécial qu'on a aujourd'hui parce que j'ai décidé d'ouvrir un peu le champ du podcast pour découvrir d'autres choses que des histoires d'avocats, d'éditeurs de logiciels, etc. Et j'ai rencontré Carole, que j'ai contactée, qui est documentaliste chez Darrois, qui m'a mis en relation avec Émilie, qui est aussi documentaliste. Alors, vous me donnerez les titres exacts des postes parce que des fois, ça diffère entre certains cabinets. Mais vous êtes toutes les deux très engagées sur la mise en valeur de votre métier. Et vous faites partie d'une association, j'ai oublié le nom. Jury Connexion, pardon. Et je voulais, depuis quelques temps, réaliser un épisode sur les équipes support des cabinets. Et je trouvais que le métier de documentaliste était à la fois central, à la fois de plus en plus de petites structures ne se dotaient pas et se posaient la question, pour en avoir discuté avec certains cabinets, de prendre un ou une documentaliste au sein de sa structure. Et il y a aussi, je pense, avec l'avènement des outils logiciels, d'intelligence artificielle, un renouveau du métier qui est en train de se développer et vous allez avoir un rôle qui est sans doute, alors certains vont dire on va être remplacé, mais à mon sens c'est plutôt l'inverse, vous allez avoir un rôle encore plus important de gestion de cette donnée et à mon avis le métier va prendre en niveau en termes de gestion de ces outils, etc. Vous êtes, alors c'est ce que je vous avais mis dans le mail que je vous envoyez, la mémoire vive des cabinets. L'objectif de cet épisode, il est simple, c'est de présenter le métier, représenter le métier, voir ce qu'il en est aujourd'hui. Vous présentez vous aussi, vos anecdotes, vos histoires, votre histoire et votre travail chez Jury Connexion. Et enfin, c'est de voir comment on peut intégrer les documentalistes dans le développement des structures et comment vous pouvez être acteur aussi du rayonnement et du fait de faire grandir un cabinet, ce qui est, vous m'en aviez parlé, pas toujours le cas aujourd'hui, mais c'est des pistes de réflexion qu'on ouvre aussi avec cet épisode. Donc, très heureux de vous avoir toutes les deux. Je vous laisse vous présenter pour commencer et après, j'ai plein de questions à celui qui préfère, Carole, Émilie, comme vous voulez. Oui, bonjour. Merci Louis de nous accueillir. C'est rare les moments où on peut parler de notre métier, donc on va saisir ce moment avec Carole. Donc je suis Émilie Gilles, je suis responsable de la documentation juridique du cabinet Goodwin. J'exerce ce métier depuis 25 ans déjà
Et j'ai intégré le cabinet il y a 8 ans. Je suis aussi présidente de l'association dont vous avez parlé, qui s'appelle Jury Connexion. Donc j'ai les 2 casquettes ce jour pour parler de ce métier. Oui, bonjour Louis, merci pour l'invitation. Donc, je suis Carole Gualfucci, je suis responsable documentation du cabinet Darrois Villet. Comme Émilie, ça fait un certain nombre d'années que j'exerce le métier, une 30aine d'années. J'enseigne ce métier aussi de veille et recherche juridique dans des écoles. Et j'ai une autre casquette, je suis aussi l'auteur du blog Sérendipidoc, qui est un blog métier sur le métier de documentaliste, mais aussi sur la recherche, la veille juridique ou les aspects d'innovation en droit. Et un peu de communication juridique aussi, parce que j'en fais un petit peu pour Darrois. Trop bien. Alors, on a des gens qui ont de l'expérience, 20, 30 ans, c'est un parcours qui est exemplaire et en plus d'être passé par des beaux cabinets, donc vous avez vraiment une grande connaissance du métier. Alors, pour quand même faire un petit point sur Jury Connexion et en profiter pour mettre en valeur, parce qu'on va avoir, je pense, des documentalistes et des équipes support qui vont écouter cet épisode. Qu'est-ce que l'association, qu'est-ce que vous faites globalement et comment ça se manage au quotidien, si on fait partie, j'essaie de projeter les personnes qui voudraient s'intéresser, comment ça se passe, comment on rejoint et qu'est-ce que derrière ça implique? C'est assez simple. Jury Connexion, c'est une association de professionnels, mais je tiens à préciser que ce n'est pas qu'une association de documentalistes. Aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir, notamment cette année, des knowledge managers, des legal ops, des personnes qui ont une casquette de juristes, de codeurs, de veilleurs. Donc l'association s'est beaucoup élargie. Alors c'est vrai que ça fait 37 ans que Jury Connexion travaille sur l'impact de la technologie sur l'information juridique. Donc c'est une association très ancienne et qui a su à chaque étape comprendre les enjeux et les défis. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de défis pour notre métier et beaucoup de challenges, et je pense que c'est beaucoup d'opportunités aussi, notamment avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Donc c'est assez simple d'adhérer. Et qu'est-ce que ça veut dire une fois qu'on est adhérent ? Par exemple, cette année, on a organisé une rencontre avec les éditeurs juridiques sur leurs outils d'intelligence artificielle. On n'a pas fait un modèle de conférence classique, on leur a demandé de faire un speed dating, on a condensé le contenu, on les a un peu poussés dans leur retranchement, etc. Et c'est ça aussi, Jury Connexion, ça va avoir un impact collectivement, trouver de l'information, partager, discuter aussi avec les éditeurs de manière ouverte, que le dialogue soit toujours fécond. Voilà, c'est tout ça. L'année dernière, on a aussi été auditionné par le Sénat dans le cadre de la commission sur l'intelligence artificielle. Donc l'impact collectif, il est à plein de niveaux. Trop bien. Et pour clore sur un peu l'introduction, comment aujourd'hui, sachant qu'en 30 ans, 20 ans, ça a peut-être bien changé, comment vous définissez aujourd'hui le rôle d'un documentaliste ? Alors c'est une réponse qui est large, mais c'est une question qui est assez large. Alors Carole, je te laisse... Je pense que c'est quelqu'un avant tout qui est multicasquette, parce que c'est quelqu'un qui peut être amené à faire des recherches, de la veille, parfois dans certains cabinets même d'autres tâches qui sont assez loin de la documentation, ça dépend de la structure. Par exemple, il y en a régulièrement, il y a des documentalistes qui font des choses liées à la communication, qui ne sont pas forcément, par exemple sur la gestion du site internet ou des choses comme ça, qui ne vont pas forcément à l'informatique ou au business développement s'il n'y a pas de structure. Donc c'est assez multitâche. Et ça va d'une simple photocopie jusqu'à un dossier de presse, un pitch pour un rendez-vous client. C'est pas que de l'information juridique aussi dans le monde des affaires. Il y a beaucoup de bases de données juridiques, certes, et c'est peut-être les premières vers lesquelles on se tourne. Et on a cet avantage aussi d'avoir un grand panel d'outils et de bien les connaître, de connaître leurs forces et leurs faiblesses. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais ça peut aussi aller vers des choses beaucoup plus économiques, financières, un peu tout type d'informations qui ne sont pas que juridiques.
Il y a un grand rôle aussi sur l'intégration des nouveaux avocats. On passe beaucoup de temps avec les stagiaires, les élèves avocats, les futurs avocats. Et c'est une chance, je pense, pour eux d'avoir une documentaliste quand ils arrivent dans un cabinet, parce que tout ce qu'ils apprennent quand ils sont jeunes, c'est une plus-value pour l'avenir. La base, quand on commence, il y a quand même beaucoup de recherche. Et malheureusement, la recherche et la veille en cabinet ne sont pas souvent enseignées à l'université, voire très rarement. Et du coup, on fait beaucoup de veille et de recherche sans l'avoir automatiquement appris. Et c'est important, si on peut bénéficier de l'expérience d'une documentaliste pour s'aider dans ces tâches-là, avant de progresser, on commence beaucoup par ça en général, c'est gagnant pour la personne, je pense. Est-ce qu'Émilie, tu as un truc à rajouter sur la définition d'un documentaliste, Oui, je suis totalement d'accord avec Carole. Vraiment, le rôle du documentaliste est central, comme elle l'a dit. On va aider du junior, on va lui donner les bases, on va lui remettre, quand il arrive, ce qu'on appelle en anglais le onboarding, on va le reformer. Et ça, c'est très important. On va lui donner les concepts forts qui font qu'une recherche est bien ou pas bien. Et ça, c'est très bien. Mais à tout niveau, le collaborateur senior, on va l'aider, on va le nourrir, on va lui donner des informations juridiques pertinentes, intéressantes, qui vont peut-être l'aider aussi, lui, dans son futur business, et l'associer. Alors là, on arrive à une aide au niveau de la stratégie, on peut le dire. L'information, là, c'est un levier de croissance, un levier de stratégie pour le cabinet, à tous les niveaux. Et alors, je rajouterais que le rôle central, je voudrais insister là-dessus, il est aussi parce que le documentaliste peut travailler aussi, et doit travailler, d'après moi, avec les RH, avec le BD, avec tout ça. Et ça, c'est le rôle qu'on avait peut-être moins vu avant et qui, je pense, prend d'émerger. Oui. Et au niveau de l'argent aussi, sur le budget, c'est important aussi de rationaliser les coûts. Les bases de données juridiques coûtent cher. Ça fait des gros budgets quand même d'information d'une manière générale. Et donc, on va, en tant que documentaliste, être expert en sources, savoir les sélectionner, dire ce qui est intéressant de garder, ce qui est intéressant de prendre ou pas prendre, et vraiment investir dans le capital informationnel de l'entreprise, du cabinet en l'occurrence, pour maximiser l'utilisation des outils, en tirer le meilleur profit, savoir si c'est intéressant d'avoir telle ou telle base, négocier les contrats évidemment. Et ça, s'il n'y a personne pour s'occuper de ça, de cette relation de proximité entre l'ADOC et les éditeurs, et du traitement des offres commerciales, du traitement des nouveautés, de la mise à jour de tout ce qui se fait chez les éditeurs, parce que là en ce moment justement avec l'IA générative ça bouge énormément, donc il y a vraiment un benchmark à faire qui a été brillamment réalisé par Jury Connexion notamment. Et il y a vraiment se positionner sur les outils et dire qu'est-ce qu'on fait du budget documentation, à qui on l'attribue pour en tirer le meilleur bénéfice par rapport aux besoins du cabinet. Et chaque cabinet a ses propres besoins aussi. Ça dépend un peu de ce que fait le cabinet. Un cabinet en droit social n'aura pas forcément les mêmes besoins qu'un cabinet pénaliste, qu'un cabinet... voilà. Trop bien. Donc, centralisation de la donnée, accompagnement des collaborateurs, des avocats seniors, mais aussi des associés dans la productivité, la production. Cost killer aussi, parce qu'on va réduire les coûts si on voit qu'il n'y a pas d'intérêt. Donc finalement, on s'y retrouve bien aussi en investissant dans une personne ressource. À votre sens, et je pense que ça va intéresser pas mal des personnes qui nous écoutent, qui ont une structure, je ne sais pas moi, entre 3 à 10 personnes, à quel moment je me dis, ok là, j'ai assez en termes de production, en termes de développement de cabinet pour embaucher un documentaliste et qu'il soit efficient à fond. Enfin, pour vous, est-ce que vous avez une idée, parce que j'imagine que vous connaissez du coup plein de documentalistes, à quel moment environ un cabinet se dote d'une ressource comme vous? Il y a un effet de seuil. C'est sûr, il y a un effet de seuil, un petit cabinet ne va pas nécessairement investir sur le poste d'un ou d'une documentaliste. Néanmoins, je tiens à préciser qu'il y a aussi des documentalistes freelance qui peuvent déjà
commencer à faire tout Bien un sûr. travail. C'est ce que j'allais dire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être utile pour tous ces cabinets qui sont comme ça en phase Dans de l'entre- croissance, Mm, mm. mais encore un peu trop petits pour investir totalement. Ça peut leur permettre de soulager, de déléguer cette partie et de commencer à capitaliser sur justement ce savoir intellectuel, comme le dit Carole. Après, l'effet de seuil, il est plutôt autour de 20, Ok. 30, Une vingtaine, je dirais, trentaine de oui. collaborateurs. Ouais, moi je dirais 30-40. Ouais. Ouais. Mais il y a des cabinets, dès 20 avocats, ils ont déjà Ouais. quelqu'un. C'est rare, mais à partir de 30, voilà, et après, c'est quasiment obligatoire. Et dans des plus grands cabinets, c'est limite une équipe de documentalistes. Oui. Est-ce que vous avez des cabinets où vous êtes, je sais pas, une dizaine à gérer Peut-être pas, mais Si, ça existe encore. chez Gide, non? Oui, voilà, Ils ont- il y a des cabinets qui on ont peut le dire, encore franchement. des grosses équipes. Ouais, mais c'est. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs personnes, oui. Au moins 3-4 personnes. Après aussi, même un petit cabinet, si ça dépend du profil de la personne. Mais comme je le disais, comme on a souvent un profil multicasquette, si la personne, elle fait de la com, elle gère l'archivage, elle gère du knowledge management, elle gère l'innovation. Enfin, en tout cas, elle participe à une cellule innovation. Elle peut être rentabilisée aussi sur plusieurs aspects. Pas que la doc pure. Il ne faut pas voir une documentaliste comme quelqu'un qui fait juste de la recherche juridique et de la veille, comme un super stagiaire. Il faut voir comme une fonction support au sens un peu plus élargi. Donc ça peut aussi être rentable d'avoir une personne qui traite des choses que des assistantes ou n'auraient pas forcément l'appétence ou les qualités ou la formation à gérer. Juridique pour suivre. Et c'est intéressant. Et pour vous, comment est-ce que vous arrivez à structurer du coup tout ce travail qui est réalisé? Et est-ce que ça fait partie de vos missions d'essayer que tout ce travail de recherche, etc., vous arriviez à capitaliser dessus et à le placer dans une base de données, une espèce de centre où on a un peu classé tous les cas d'études sur lesquels on est passé, et pour que le jour où on retombe sur la même situation pour un autre client, on puisse aller piocher dedans, en plus d'aller se concentrer sur ce qu'on a déjà dans les bases de données, aller lier un peu toute cette ressource. Et est-ce que justement l'IA a fait que c'est beaucoup plus simple maintenant d'aller piocher dans cette donnée-là? Est-ce que vous avez vu une différence sur ce volet? Je pense que c'est très très important. On s'est rendu compte, c'est un des aspects positifs de l'IAG, on s'est rendu compte qu'il fallait des bases structurées. Donc, si on a une base structurée, on va pouvoir faire travailler l'IA sur un corpus structuré. Et du coup, on aura ce qu'on appelle le RAG, un bon résultat de ce corpus. Au contraire, inversement, si on n'a pas une base de données structurée, on aura beau avoir tous les outils d'IA, ça va partir un peu dans tous les sens, comme ça part un peu quand on fait une recherche sur Internet. Donc, on s'est rendu compte de ça, et les documentalistes ont toujours fait des bases de données. Ça a toujours été... Alors, il y a eu des bases de données MS-DOS, il y a eu des bases de données HTML. Enfin, les bases de données ont évolué avec la technologie, mais il y a toujours eu des bases de données documentaires, alors plus ou moins développées selon les cabinets. Donc, on se rend compte maintenant que c'est vraiment intéressant d'avoir un professionnel de l'information qui peut structurer une base, lui attribuer des mots-clés, faire attention que les champs sont bien remplis, qu'on ait bien les auteurs, qu'on ait bien les dates. En knowledge management, par exemple, un contrat de l'année 2025, il faut faire attention aux dates des documents. Enfin, c'est la fraîcheur de l'information, elle est très importante. Et donc, du coup, on se dit que justement, on a encore beaucoup à jouer. Même s'il y a l'IA qui arrive, on ne va pas être remplacé, puisque justement, on va continuer à structurer ces bases pour qu'elles puissent être mieux interrogées par l'IA. Et comment ça concrètement, comment ça se concrétise? Enfin, il y a un outil que vous utilisez en termes de base de données? Est-ce que c'est un SharePoint amélioré? Comment ça dépend du cabinet, j'imagine, mais est-ce qu'il y a des outils qui permettent justement de mieux gérer tout ce volet-là?
C'est variable en fonction des cabinets. Ça peut être un outil documentaire, comme a dit Carole, donc une base de données documentaire classique dans laquelle on vient insérer ses recherches, son savoir, les connaissances qu'on a acquises, les articles qui nous intéressent, etc. Ou alors, ça peut être la base de données interne qui sert de support à toute cette structuration de données et qui, en y donnant accès aux stagiaires et autres membres du cabinet, sert de point de référence dès lors qu'ils sont en train de refaire une recherche pour ne pas, comme vous dites, réinventer l'eau chaude à chaque fois. Ça peut être aussi des dossiers documentaires tout simplement web. Donc vous voyez, ça peut être vraiment différents outils en fonction de la taille, de la structure ou comment est organisé le cabinet. Ça, c'est assez variable. L'important, c'est que ce soit accessible, normé, comme l'a dit Carole, organisé, à jour. Voilà, c'est les éléments... Comment vous arrivez à garder à jour? Enfin, vous classez par date, enfin, il y a une espèce de travail de classification et vous devez ajouter des éléments ou ça se fait assez naturellement? Par exemple, le document est sauvegardé, voilà, il est à jour de cette date. Comment ça se passe, ce volet-là? Ça dépend comme disait Émilie, il peut y avoir plusieurs outils. Il peut y avoir une GED, une gestion électronique des documents. Il peut y avoir une base SharePoint. Il peut y avoir une base documentaire. Après, les mises à jour se font en fonction. Par exemple, dans une base documentaire, vont se faire en fonction des nouvelles acquisitions. Si dans une base, on a plusieurs milliers d'ouvrages, à chaque fois qu'on rentre un ouvrage, on rentre sa mise à jour, que ça soit papier ou voire même une version électronique qu'on peut référencer pour dire, bon, on l'a et c'est accessible. Concernant les documents, ça va être des versements des avocats. Et là, on va travailler, si c'est le cas, par exemple, en étroite collaboration, si on a la chance d'avoir quelqu'un qui s'occupe du KM, du Knowledge Management, on va travailler en étroite collaboration avec cette personne ou ces personnes pour vérifier que y a régulièrement des versements, que c'est bien à jour, que s'il y a un point de danger, il faut peut-être faire une action. C'est peut-être pas forcément la documentaliste qui va le faire, mais elle peut en tout cas collaborer avec des avocats ou des juristes, et plus particulièrement ceux qui sont en charge de la doctrine et de la gestion des connaissances. Oui, ce lien avec le knowledge que nous, on a la chance d'avoir avec Carole, voilà, c'est vraiment quelque chose c'est une valeur ajoutée pour le cabinet. Parce que autant le documentaliste est très au fait de la donnée externe, il la choisit, il la sélectionne, autant le knowledge manager lui, justement, réutiliser toute cette information pour encore plus valoriser les données du cabinet et maintenir le niveau d'excellence à la fois des collaborateurs et de tout le cabinet. Et donc, tout ce travail collaboratif se répond tout le temps. Et ça, c'est vraiment... alors là, c'est le top du top. Ouais, c'est le duo gagnant, je trouve, du capital intellectuel du cabinet qui, encore une fois, c'est vraiment l'or noir. Souvent, longtemps, on a cru qu'il était individuel. Et puis maintenant, ça a changé et il est aussi le capital du cabinet. Et donc, c'est vraiment quelque chose de précieux. Attention, c'est pas un long fleuve tranquille non plus, la gestion des connaissances. Parce que, comme dit Émilie, on a affaire à une profession libérale. Donc des gens quand même qui sont un petit peu indépendants par nature. Donc le partage de la connaissance, nous, c'est notre métier et notre mission. Mais chez un avocat, des fois, c'est un peu plus difficile. Ils aiment bien trouver, mais ils n'aiment pas toujours forcément partager. Alors, ils aiment bien accéder et trouver, mais pas forcément. Donc, du coup, il y a des leviers, il faut se faire aider, il faut que ça soit appuyé au plus haut. Il faut qu'ils se disent, je prends le temps de le faire. Et il faut qu'ils prennent le temps. Voilà, ils sont un peu le nez dans le guidon. On peut les comprendre. Des fois, quand un dossier est long, et ils sont très contents d'avoir fini le dossier. Et à la fin, hop, on passe à autre chose. Donc, il faut vraiment être là aussi pour inciter, pour que ça partage bien. Parce que de nature, c'est pas toujours évident. Bien sûr. Mais je pense que du coup, la technologie aide pour que ce soit assez efficace. Et je voulais parler quand même de veille juridique. J'imagine que vous faites de la veille en plus, c'est une de vos missions. Ça en rajoute une, et c'est là où on se rend compte, ne serait-ce qu'en écoutant, je pense, le podcast, à quel point il y a des casquettes et que vos journées doivent être bien remplies. Mais
quand vous faites de la veille, quel est l'objectif? Est-ce qu'on vous a donné un objectif par rapport à ces veilles-là, ou c'est simplement garder un œil et envoyez-nous des mises à jour via du mailing ou quelque chose en interne pour que tout le monde soit au courant et les gens prendront le temps d'aller regarder, ou vous arrivez à vachement trier et à envoyer des sortes de mini-veilles à un peu toutes les équipes en disant tiens, il y a ça qui est tombé, tiens, il y a ça qui est tombé, il y a ça qui est tombé côté bancaire. Et des fois quand c'est transversal, j'envoie à plusieurs bases mail. Comment on organise ça pour que ce soit hyper efficace et parce que je pense que si vous envoyez la même veille à tout le monde, le risque, même si j'imagine que ça arrive souvent, c'est qu'elle ne soit pas lue. Parce que si on reçoit trop de veilles, à un moment, on est obligé de passer à côté. Alors que si on reçoit de la doc très précise, et c'est un peu ce que je dis tout le temps en matière de communication, si vous communiquez sur des sujets très précis, de niche, et que votre audience, ça va les intéresser à chaque fois, alors que si vous partez dans tous les sens, en fait, au moment, les gens ne regardent plus. Comment vous organisez ça? Est-ce que ça prend beaucoup de temps? Comment ça s'organise? Oui, ça prend beaucoup de temps, mais bon, personnellement, j'adore. Ça fait partie du cœur du métier. Alors, Louis, moi, contrairement à vous, non, je pense que je suis restée sur une veille partagée. Non, non, très spécifique, mais partagée à tous. Partagée à tous parce que, justement, je trouve que c'est très important ce rôle central de la documentation et de l'information juridique. Évidemment, personne n'est obligé de lire tout ce qui concerne les autres business units ou practices, pas du tout, c'est pas l'objet. L'objet, c'est juste de savoir si l'avocat, enfin dans telle équipe, il y a eu une grosse réforme, c'est très important quand même que tout le monde le sache. Ça peut impacter. En tout cas, dans les cabinets où tout est transversal, où tous les dossiers sont quand même se répondent, où plusieurs équipes travaillent sur les mêmes dossiers, évidemment, en fonction de sa matière, sur des sujets différents. Et voilà. Et donc ça, c'est pour moi très important, d'autant que souvent, le documentaliste ne fait pas qu'une veille juridique. Il fait aussi une veille business, une veille professionnelle, une veille RH, enfin plein de veilles sont possibles qui ne sont pas que juridiques. Et donc, c'est pour ça que le partage d'informations est, je pense, important. Qu'est-ce que c'est une veille business? C'est des actus qui viennent de tomber, des deals qui viennent de se réaliser? Oui, alors il y a des actus, des deals, des tendances, parfois même aussi des éléments économiques généraux qui peuvent impacter les clients. Parce qu'un document... Des subprimes, boum, il faut prévenir. Bon, voilà, il y a... Exemple bête, mais ok. Il y a des phases comme ça qu'on ne peut pas manquer. Donc tout ça, la veille, elle est... Oui, voilà, des signaux faibles. Et puis, évidemment, les informations aussi de nature professionnelle. Voilà, aussi tout ça. Là, la presse économique et financière est des fois plus rapide aussi que la presse juridique, dans l'analyse ou dans les tendances ou dans... donc des fois il y a certains projets de loi ou propositions de loi qui vont peut-être plus sortir dans les Échos ou un titre économique ou une newsletter que dans la presse juridique. Enfin, bien que la presse juridique soit aussi très réactive sur certaines choses, il y a des commentaires des commentaires de jurisprudence qui sont très très réactifs chez certains éditeurs. Donc, mais effectivement, c'est pas juste de la veille juridique, ça peut être de la veille de la concurrence, ça peut être de la veille métier, notre métier à nous de documentaliste, mais aussi le métier des avocats. Ça peut être de la veille innovation, ça peut être il y a toute de la veille d'intelligence économique. L'intelligence économique, c'est à cheval pour moi entre le juridique et l'économique. Ça peut être justement des scoops, des deals, des choses qui se passent à la Commission européenne. Donc il y a des outils aussi pour ça. Et il y a, dans le droit des affaires, il y a une grande part de vie des affaires qui est importante de surveiller aussi. Ça peut tout à fait être, comme je le disais tout à l'heure, un pitch sur un dirigeant avant qu'un associé aille en réunion ou aille à une conférence où il va rencontrer telle et telle personne. Ça peut être ça, par exemple. C'est pas très juridique, mais c'est intéressant pour l'avocat. Ça va apporter le volet business, justement. Et c'est bien d'avoir, je pense, cette vision-là lorsqu'on est une équipe support, de se dire
je suis dans un cabinet d'avocat, mais je suis avant tout dans une boîte qui doit faire du chiffre d'affaires. Exactement. Et donc, se placer par rapport aux besoins de la structure qui est de vivre, c'est déjà, je pense que ça change un peu la perspective qu'on a de son métier, parce qu'on se dit, je dois pousser et je dois aider au développement. Et donc, c'est intéressant d'avoir ce discours-là. On passe à un statut de business partner, puisque on a le savoir qu'on diffuse a un impact potentiellement stratégique ou décisionnel, pas toujours immédiat, mais... Bien sûr. Et c'est justement aussi le sujet de cet épisode, c'est comment on intègre justement au fur et à mesure du temps un documentaliste, parce que j'imagine qu'il y en a encore, vous êtes très au fait de tout ce qui se passe, vous êtes active sur l'association, etc. Donc c'est peut-être, ça va de soi pour vous, mais comment, moi je suis avocat et moi je me rends compte que mon documentaliste est vraiment concentré encore sur la donnée et n'a pas encore cette vision-là un petit peu plus communication, développement, gestion de projets de long terme, et il a une fiche de poche très précise qu'il respecte, mais peut-être qu'il est prêt à ouvrir à des choses encore, aller un peu plus loin, tirer un peu le fil. Comment on intègre un documentaliste selon vous au sein du développement du cabinet? C'est qu'est-ce qu'on peut proposer aux avocats pour pousser ce volet-là de votre métier? Oui, mais je pense que les avocats ne doivent pas avoir peur de demander, dans le bon sens du terme, des choses aux documentalistes qui peuvent être une ressource, à mon avis, plus précieuse qu'on ne se l'imagine parfois. Comme vous dites, soit on se borne à une fiche, soit on voit un peu plus loin. Donc là, je pense que la discussion, c'est bien qu'elle soit ouverte. Souvent, les documentalistes ont une qualité phare, quand même, qu'on peut reconnaître, c'est une curiosité intellectuelle, une curiosité, voilà, et parfois si elle est mêlée aussi à une curiosité juste humaine des membres du cabinet, alors là, c'est gagnant-gagnant, quoi, puisque, donc, faut pas hésiter à ouvrir le sujet, à proposer, et si tu créais ça, et est-ce que tu penses que tu peux nous aider là-dessus, etc. Ça, il faut pas hésiter. Après, le dialogue, il est intéressant de l'avoir aussi avec tout ce qui est marketing et BD sur la stratégie. Évidemment, le documentaliste n'est pas censé être au courant de tous les éléments, mais lui donner quelques points d'accroche, savoir vers quoi le cabinet veut tendre, quelle matière on veut développer, quel client on veut aller chercher, etc., quels sont les targets. Tout ça, vous lui donnez vraiment les clés de ce qu'il va faire dans le futur. Donc, je pense que c'est plutôt le dialogue. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les cabinets, il y a beaucoup de formations qui sont organisées pour les avocats, une formation sur tout sujet de juridique, mais ça peut être, il y a des ouvertures aussi des fois sur des thématiques un peu d'affaires. Hier, nous avions une formation de déontologie avec des membres du Conseil de l'Ordre qui était très très intéressante. Et du coup, là, inclure les documentalistes dans les comités de doctrine, dans les formations, ça donne aussi le pouls des sujets qui intéressent le cabinet, et c'est toujours matière à réflexion. Je ne dis pas que dans certaines formations très très pointues en droit des sociétés, sur des points particuliers, très techniques ou en droit boursier, je comprends tout. Mais le fait d'être là, d'en entendre parler, de me dire, bon, ça c'est important, ça les intéresse, ça c'est un arrêt qu'ils ont commenté, donc il faut que je fasse attention s'il y a des commentaires qui vont suivre ou la doctrine qui va suivre sur ce point, parce que ça c'est vraiment un truc ça leur plaît. Hein. Donc, je participe, j'enregistre, je me dis, bon, ça c'est vraiment sur quelque chose sur lequel ils travaillent en ce moment. Je prends le pouls un peu et du coup après je peux plus facilement restituer et collaborer. Non, et puis moi c'est vrai que je parle beaucoup de marketing, de développement au sein de la chaîne, et ce que je voyais aussi, et c'est là où pour moi le métier de documentaliste peut évoluer aussi sur de la com, et je trouve qu'il y a il y a vraiment un lien à faire s'il y a un département communication avec le volet documentaliste. Si parfois vous devez prendre la casquette, parce que j'imagine que certains n'ont pas les moyens, et donc le documentaliste prend cette casquette communication, site internet,
gestion de ce site, et je pense notamment à du référencement naturel, la rédaction d'articles, la vérification peut-être d'articles, pour peut-être donner des clés. Enfin, quand vous faites une recherche sur un sujet, et ça je trouve que c'est un gros problème en termes de développement chez certains cabinets, c'est lorsqu'une recherche est faite, lorsqu'un cas client peut être restitué, anonymisé bien entendu, en fait il y a des tonnes de contenus qui peuvent être générés par rapport à ça. Dès qu'il y a un travail qui a été fait sur un sujet donné, ça va réapparaître quelque part. Et si c'est pas chez vous, ça sera ailleurs dans une entreprise où ils seront contents de te retrouver sur cette doc qui à mon sens mérite d'être partagée et si c'est bien fait et si c'est bien construit via un site web, via un bel article sur, je sais pas moi, il y a eu un montage fiscal un peu spécial, il y a eu une problématique sur un sujet de niche, c'est partagé, parfois il ne se passera rien, c'est-à-dire vous aurez fait pour rien et c'est pas grave, c'est un travail qui a été fait, mais s'il est partagé sur un site web et que ça s'indexe sur Google et que des gens tombent dessus, eh bien ça peut générer du business. Et ce travail on structure la donnée, on la garde pour nous, ça c'est top, mais en sortir aussi des clés pour vos futurs clients qui vont trouver ça sur Internet. Je ne dis pas qu'il faut tout donner, mais je dis qu'il faut au moins expliquer, ça peut être une problématique, une solution, la méthode mise en place. Et je sais pas, moi je suis client, je suis dirigeant d'une grosse boîte, je suis directeur juridique, et je tombe sur cet article et je me dis génial, en plus c'est Goodwill qui l'a fait, je prends contact. Eh bien, à mon sens, je ne sais pas si c'est fait, mais c'est pour moi un des chemins qui pourrait être mis en place par les documentalistes. Et il y a plein d'autres petits sous-tâches qui peuvent être faits comme ça. Ça peut être des petits posts LinkedIn pour un associé qui veut développer son département ou une nouvelle niche sur lesquelles il se lance, etc. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que c'est faisable à votre sens? Est-ce que ça arrive déjà? Ça arrive déjà parce qu'il y a déjà dans les cabinets des gens qui écrivent de la doctrine, des ouvrages. Et donc, quand on écrit un ouvrage ou qu'on est responsable d'ouvrage, quand on écrit de la doctrine, en amont, on collecte beaucoup d'informations. Donc, on peut participer à notre niveau, effectivement. Mais c'est vrai que c'est une très très bonne idée de rentabiliser peut-être le cas d'un dossier ou une recherche en interne pour en faire un article, pour en faire une publication LinkedIn, et en extraire la valeur ajoutée. C'est une très très bonne idée de levier de business, oui, effectivement. Oui, tout à fait. Le documentaliste, petit à petit, il prend aussi sa part dans tout ce qui est client-facing, c'est-à-dire toutes les tâches qui ont trait ou qui ont pour destinataire principalement les clients. Donc ça va être les publications, les articles. Et comme l'a dit Carole, on n'est pas les rédacteurs, on n'est pas les créateurs, mais on va être peut-être des personnes qui, à la base, ont trouvé l'information qui va se transformer en article, qui va se transformer en connaissance et qui va être partagée. Et donc ça, de plus en plus, on a notre rôle à jouer aussi sur cette façade client, le lien aussi avec le client. Trop bien, mais même pour aller plus loin et donner d'autres exemples, ça peut être quand vous faites une veille et que vous envoyez aux personnes du cabinet, ça pourrait très bien être de piocher une partie de cette veille, l'envoyer comme une veille juridique, peuvent le faire des cabinets à leurs clients, et donc leur dire, tenez, on a fait une veille, mais on a aussi structuré une veille côté bancaire que vous pouvez envoyer à vos clients, une veille côté ça existe déjà. Et ça, c'est le top. C'est-à-dire que les clients vont recevoir les dernières actus, et en fait, parfois, alors des fois, ça va être merci beaucoup, c'est sympa, satisfaction client, ça se prend. Parfois, ça va être putain, c'est exactement notre situation sur laquelle on est tombé, on a besoin de vous. Et en fait, ça va lever un dossier qui peut, surtout sur des cabinets comme les vôtres, générer beaucoup de chiffre d'affaires. Parce que quand il y a une problématique qui est soulevée, vous êtes sur des cabinets d'excellence, donc la facturation est importante. Et donc c'est déjà des choses qui sont faites. C'est déjà fait, mais à mon niveau, plutôt par la personne qui s'occupe du knowledge management, qui est avocate, ce qui n'est pas... Donc, son rôle est différent, parce que moi, je vais détecter l'information et la transmettre, mais sans la commenter, sans l'analyser, sans prendre position dessus. Tandis qu'elle, elle détecte l'information aussi dans sa veille, mais elle va prendre position, elle va l'expliquer, elle va l'analyser et l'adapter au cas client et la transmettre à certains clients, effectivement.
Donc moi, je peux aider à lui transmettre cette information, mais c'est plus elle qui ira vers les clients en tant qu'avocate pour délivrer au plus près des clients. Oui. Mais ça existe déjà, oui. Et pour pousser d'autres documentalistes et même d'autres équipes support, parce qu'on ouvre, et Jury Connexion s'est ouvert à d'autres métiers, qu'est-ce que ça apporte de s'entourer comme ça Est-ce que c'est un vrai plus pour les carrières? Est-ce que vous avez vu un vrai avant-après pour certains de vos membres qui ont dit « Ah oui, j'avais pas conscience que mon métier pouvait aller aussi loin » et ça a fait une forme de renouveau pour eux. Qu'est-ce que ça apporte globalement lorsqu'on s'inscrit dans une association? On ne va pas forcément parler que de Jury Connexion parce qu'il y en a d'autres, mais oui. Globalement, qu'est-ce que les gens en tirent? Déjà, dans notre métier, en cabinet d'avocat, beaucoup de membres sont seuls à exercer leur métier en cabinet. Donc, ils ne peuvent pas partager d'informations sur leur métier, comment ça fonctionne, quel est l'avenir du métier. Et donc, s'entourer d'autres professionnels autour d'une association qui, en plus, là, on va créer spécifiquement une équipe qui va travailler sur la question de l'avenir du métier, la définition, quelles sont les compétences, comment on voit les futurs challenges, etc. Donc tous ces échanges vont nourrir le professionnel en place qui est souvent seul. Moi, je bénéficie d'une équipe au niveau international, donc je peux échanger avec les membres de mon cabinet. En revanche, certains sont vraiment seuls. Et ça, après, ils peuvent évidemment réutiliser tout ce partage, ces échanges, pour après encore mieux valoriser leur métier en interne. Et le changer, le transformer. Et ça fait quelques décennies que ça fonctionne comme ça. Donc oui, le système associatif a apporté de l'impact collectif et individuel pour les professionnels. Et c'est vrai que quand on est en solo, ce qui est mon cas, il y a le risque de tourner un peu en rond, ou de s'user. On ne peut pas partager ni les grandes victoires, ni les défaites. Et du coup, d'avoir Alors moi, souvent, dans mon entourage, je parle de collègues. Je dis, mes collègues documentalistes, c'est pas des collègues, ce sont des cabinets concurrents. Mais on n'est pas si concurrents que ça. Il y a beaucoup d'entraide entre nous. Hein. Je me rappelle d'une anecdote sur la crise Infogreffe, quand Infogreffe a été entièrement refondu en 2023. C'était en mai 2023, il me semble. On s'est retrouvés sans pouvoir accéder à Infogreffe pendant 1 mois du fait de la refonte. Le site était complètement hors service. C'était horrible. Et dans les cabinets d'avocats, toute la vie des affaires était suspendue au retour d'Infogreffe. Et heureusement, à cette époque-là, qu'il y avait les collègues pour se donner des tuyaux, des nouvelles, pour essayer de voir qui on pouvait contacter, pour s'entraider, pour se donner des astuces. Et tu devrais essayer plutôt la nuit ou le soir ou très tôt le matin. Donc moi, je faisais des trucs à 8h du mat pour essayer de débloquer les choses. Et du coup, c'est parce qu'on échangeait entre nous et qu'on faisait aussi une amicale pression en disant vraiment faites quelque chose pour nous aider, parce qu'on peut pas rester comme ça, on peut pas suspendre la vie des affaires en France à cause d'un site qui est en train d'être fondu. Et c'est parce qu'on était à plusieurs qu'on a réussi à se soutenir. Et ça, c'est quand on est seul, c'est un grand secours. Trop bien. Et pour aller sur la suite, justement, sur qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années, est-ce que vous avez une idée un peu de comment les choses vont évoluer? Alors, c'est difficile à dire. On m'a posé la question d'ailleurs sur un podcast il n'y a pas longtemps. J'ai dit, c'est dur de s'imaginer, mais est-ce que vous avez un peu une vision des choses sur les prochaines années, le métier de documentaliste, à quel point il va évoluer? Est-ce qu'on va arriver sur un documentaliste augmenté? Est-ce qu'on est plutôt sur justement un vérificateur? Parce qu'en fait, l'abondance d'infos va faire qu'à mon avis, il va falloir la filtrer. Comment vous voyez les choses? C'est vrai que l'IAG, là, on est à un tournant pour beaucoup de toutes les professions, tout ce qu'on appelle les cols blancs. Donc le métier est en train vraiment de changer, c'est effectivement. Je dirais qu'il y a plusieurs choses. Il va falloir continuer à structurer l'information, ça on l'a vu. Le fact-checking va être super important, donc vérifier les sources, vérifier l'information pour éviter les hallucinations qui vont
ça va s'améliorer tout ça, hein. Les agents deviennent de plus en plus intelligents, de plus en plus performants. On va sans doute aller vers un documentaliste de plus en plus geek, qui pourra soit choisir des agents intelligents, voire même les programmer. Un documentaliste codeur. Alors moi j'aime pas trop cette idée-là, mais je pense qu'on va être obligé. Et je pense que ça va être très facile, parce que si ça se trouve, ça va être juste un glisser-déposer. Donc du coup, même les codeurs commencent à se dire qu'ils vont être remplacés par des équipes support. Enfin, c'est aussi c'est assez bizarre, mais globalement. Ça va peut-être pas être si compliqué que ça, et on nous dira bah tiens, j'ai besoin de faire telle tâche, et pour telle tâche on choisira le meilleur agent dont on aura la connaissance, qui soit délivré par un éditeur juridique, une legal tech, ou voire même un autre acteur qu'on ne connaît pas encore, et on prendra cet agent-là et pour lui faire telle opération. Mais il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir, malgré toute cette innovation, malgré l'IAG qui bouleverse beaucoup les choses là, et c'est une chance d'être documentaliste actuellement aussi à cette époque-là, et de voir tous ces changements, c'est fabuleux. Mais il y a aussi, il faut pas oublier que sur la jeune génération qui est digital native, il faut garder dans le droit quand même certains fondements, qui sont la recherche papier, la recherche... alors là, je peux peut-être paraître un peu dinosaure en disant ça, mais comme tout est digitalisé, la jeune génération, à partir du moment où c'est pas en ligne, ça n'existe pas. Et on se retrouve des fois avec des gens qui sont complètement paniqués ou qui disent il faut commander, on l'a pas, alors que c'est dans la bibliothèque. Mais c'est dans un ouvrage, c'est dans une revue papier qui n'est pas forcément en ligne. Un Dalloz de 85, c'est pas quelque chose qui n'arrive jamais. Alors je dis pas que ça arrive tous les jours, mais dans le droit, on a encore des références qui sont anciennes. Donc on a aussi ce rôle de transition avec la nouvelle génération qui va aller très vite, et de dire attention, c'est pas parce que c'est pas en ligne que ça existe pas sous forme de thèse, sous forme d'ouvrages, sous forme de revues un peu anciennes reliées, peut-être même... Ce qui peut parfois peut-être retourner un dossier, enfin je ne me rends pas compte. Bien sûr, on fait des recherches sur des fonds anciens, et aussi, d'ailleurs c'est très intéressant, et certaines doctrines sont très intéressantes. Pour moi, l'avenir du métier, là, il est déjà maintenant, enfin, c'est déjà là en fait, hein, on est en train de le jouer. En fait, je trouve que cette profession mélange le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire, comme a dit Carole, des fondamentaux très solides. C'est-à-dire, oui, un documentaliste, il vérifie ses sources, il les recoupe, il les cite, il respecte les droits d'auteur, il est un garde-fou. Oui, non, il ne va pas utiliser l'intelligence artificielle de manière aveugle et risquée. Il va être comme ça sur des fondamentaux solides, mais agrémentés ou augmentés, comme vous dites, de technologie. Et je pense que c'est ça l'avenir, c'est d'avoir les deux. Et c'est sûr que ce foisonnement d'informations fait que le documentaliste va continuer à être un référent et un expert, justement, sur lequel on s'appuie. Moi, je vois de plus en plus, on m'appelle pour, non pas vérifier, mais pour donner un peu mon regard sur une recherche déjà terminée. Est-ce que d'après toi, il y a autre chose? Est-ce qu'il y a des sources? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce que tu penses à une nouvelle source, etc. Et donc, ce rôle d'expert, il prend de plus en plus de place, parce qu'il rassure dans un monde où l'information est justement à la fois très accessible et en même temps abondante, quoi. Trop abondante parfois. Donc, il y a un problème d'inflation législative ou inflation normative. L'open data, c'est génial, on est super contents, mais ça amène juste 4 millions de jurisprudences en plus par an. Donc, pour ne citer que l'open data des décisions de justice, donc il y a beaucoup d'informations à filtrer. Et du coup, un avocat n'a pas forcément le temps, parce qu'un avocat, il a beaucoup de tâches à effectuer. C'est pas juste les recherches ou les conseils, c'est tout un tas de tâches et nous, si on peut l'aider dans ce filtrage de l'information aussi, on a à la fois l'évolution de la matière
Le droit, il bouge tous les jours. Et à la fois l'évolution des technologies, qui en ce moment bougent tous les jours aussi. Il n'y a pas une journée sans un nouvel acteur, une nouvelle legal tech, un nouveau développement de l'IAG, un nouvel cas d'usage, où on se dit, ah bah tiens, mais c'est génial, on pourra faire ça avec l'IA. Et donc, du coup, on est justement dans ces deux montées en puissance, montée de la matière juridique qui évolue tous les jours et montée de l'innovation qui aussi bouge très vite. Okay, il faut s'accrocher. Ouais, mais c'est clair. Un petit dernier mot pour ceux qui veulent rejoindre Jury Connexion, comment on vous contacte, pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent discuter de ces sujets avec vous, comment via LinkedIn, j'imagine. Oui, il y a via LinkedIn, via le site de Jury Connexion, il y a le lien vers l'email de Jury Connexion, donc n'hésitez pas à nous contacter. Trop bien, et puis écoutez, très content de cet épisode. Je pense qu'on aura appris des choses. J'espère que ceux qui ont été jusque-là auront découvert et auront surtout émergé de nouvelles idées par rapport aux personnes qui soit seront peut-être dans leur structure grâce à ça. Merci beaucoup. Et puis à très vite peut-être sur d'autres formats parce que je pense que, j'espère que ça donnera l'idée à d'autres formats sur d'autres sujets peut-être un peu plus précis à l'avenir. Et puis à très vite. Belle continuation à tous les deux. Merci Louis pour la mise en avant de la profession. C'est quelque chose qui est rare. C'est gentil. Et je pense, à ma connaissance, c'est le premier podcast. J'imagine qu'il y en a d'autres, on l'a peut-être qui évoquera vraiment le métier de manière dans toute sa diversité. Et c'est très sympathique d'avoir organisé ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Louis.